Bonsoir, alors merci à toutes et à tous d'être là ce soir avec nous pour ce deuxième épisode des Working Lectures de la Chaire Beauté de l'Université Paris Sciences et Lettres, l'Université PSL, avec le soutien de L'Oréal. Et la Chaire Beauté est une chaire d'enseignement et de recherche qui croise les approches les plus diverses pour questionner la notion de beauté et son urgence aujourd'hui. Alors il y a 2 ans, on a lancé un appel à candidature pour financer, pour soutenir des projets pluridisciplinaires et internationaux qui nous permettraient de penser le futur de la beauté. Donc l'appel à projet était ainsi intitulé, il s'agissait de réfléchir sur la beauté future. Et nous avons récompensé, et depuis lors, nous soutenons 2 projets, un sur les architectures adaptables et un autre sur les couleurs structurelles. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette Working Lecture, donc il s'agit de débattre, de réfléchir, de proposer une hypothèse de travail. Donc aujourd'hui, ce projet de recherche autour des couleurs structurelles va nous présenter son hypothèse de travail et la discuter avec vous, grâce à un panel de discutants tout à fait impressionnant, de discutantes. Donc, à l'origine du projet Structural Colors, nous avons Ann Veronica Janssens, artiste et chef d'atelier ici même, aux Beaux-Arts de Paris. Nous remercions d'ailleurs les Beaux-Arts de Paris pour son accueil ce soir. Et Chaire Beauté, qui est enseignante à l'université de Gand. Nous aurons également pour discuter d'autres chercheurs qui participent à ce projet, donc encore une fois international et pluridisciplinaire. Donc nous aurons Hélène Sintobin et Liliana Dalba. Et pour faire discuter tout ce petit monde, on remercie beaucoup Sania Zanad, chef de la rubrique culture de The Conversation, qui va donc mener le débat. Donc merci à toutes d'être là pour discuter avec nous. Merci beaucoup Clélia. Merci à tous d'être là. Merci aux intervenantes aussi. Vous avez, je crois, de quoi traduire. Normalement, vous avez tous un boîtier si besoin, puisque certaines intervenantes sont anglophones et répondront aux questions en anglais. Donc, s'il y a le moindre souci, vous nous faites signe. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'on a la chance de rentrer dans l'atelier des artistes et aussi dans le laboratoire des scientifiques. Donc, c'est un moment particulier qu'on va vivre tous ensemble et comme le disait Clélia très justement, un moment dans le travail, un moment dans le projet aussi qu'on va saisir ensemble et comprendre les enjeux autour de cette question des couleurs structurelles. Alors si jamais ça ne vous dit rien, dans quelques instants vous comprendrez de quoi il s'agit et c'est vraiment un projet passionnant. Alors merci beaucoup d'être là pour nous en parler. Peut-être pour commencer, ce serait bien, Maria, de nous expliquer un peu le projet, justement. Où est-ce que vous en êtes? D'où est-ce que vous êtes partis? De quelles hypothèses? Et comment vous travaillez ensemble, puisque ce sont des disciplines assez différentes qui se confrontent et qui coopèrent dans le cadre de ce projet. Okay, yeah, first of all, thanks for letting us here and present our work. This project started already some time ago before the open call. In 2016, myself, I started a biolab in an art academy in Ghent, focused on sustainable colors, and I was mainly working with pigments until 2018. I think that I met Matthew Schoke, a colleague of Liliana, and he told me, yeah, you are so limited by working with pigments. If you will work with structures, you can have any color of the light spectrum, and you can even play with the colors and change the color depending on the angle and the light. And then I was just totally fascinated, and it blew up my mind. And then I started trying things. This is a picture of a structural color. Liliana will go later deeper into it. Okay. So with the group of Liliana and Matthew, we start testing
Sorry, maybe that's like that. Yes. Some test with one of the components, which, yeah, sorry. That was synthetic melanin, because it's one of these biobricks that in nature is responsible for structural color. And in parallel to that, I met Ann Veronica, because she was also working with these sensorial aspects of colors and light, and how color can change depending of light or of the angle of view. And then we start some experiments in the lab, and small experiments also with Ann Veronica. So here are some pictures. This is synthetic melanin. It's like our basic building block that we use. I had to say that when I talked for the first time with them, everything sounds super easy, but it was not so easy. So maybe I will do it. Yes. So we were doing research about a bit the other scientific institutions and groups that they were experimenting with this type of coloration. Mainly not because of the beauty of it, although we found it really fascinating, but by other, by other interests, as the ones that probably also Liliana will explain later. But yeah, we found out that they were like amazing, because as Matthew told me at that time, by working just with one pure material, you were able to get any type of color. So in this process, together with Ann Veronica, my colleague Helen too, we were starting testing different colors on top of materials, because the idea from the beginning was really to give, from our point of view, was to give alternative to the colors that were in the market, sustainable colors, by working with these biobricks that are highly abundant in nature, creating any kind of color. And we tested many materials, as you can see, not all the samples were perfect. We had many issues in the process. But we also had really nice surprises that although our first idea was not going in that direction, because of the accidents, we changed a bit the project and adapted. And together with Ann Veronica, she helped us out also to scale up the project, to leave the lab, because the first tests were all done in a lab. And thinking about also how to approach the fragility. That's also that probably later we'll talk about it, of this material. Peut-être Liliana, est-ce que vous pourriez nous expliquer en fait très simplement ce que sont ces couleurs structurelles, donc, qui nous viennent du règne animal et qui sont différentes donc, des pigments. Nous expliquer le contexte historique brièvement dans lequel elles ont été découvertes en sciences naturelles, et puis surtout les aspects, les différences entre la physique et la chimie quand on parle de couleurs, dans les grandes lignes. Yes, so all the colors that you see in nature are produced by two different ways. Either you have pigments and you have structures, and sometimes or often you have the combination of these two ways. Pigments, of course, you have this molecule, which is the pigment that absorbs certain wavelengths and reflects the colors that you see. But structural colors, and pigments, of course, we are all familiar with them. You can see them in the fruit and vegetables that we eat from nature, but also in minerals and rocks, and we use them in many applications. They fade over time. Yes. On the other hand, the structural colors are those that are produced by the physical structures at nanoscale. These are very tiny structures made of the same materials that make the feathers or the skin or the scale of organisms, plants and animals. Structural colors are present in all organisms that we know of, including bacteria. And the way they work is that these little tiny nanostructures interact with light by diffracting, reflecting, scattering. There's many other optical mechanisms. They bend light, they transmit. And the color, the precise color that you see depends on the size
and how organized these structures are with each other, and how many different types of materials you have in these structures. And so you have here, as Maria mentioned, the pigment colors are very limited. In nature you see reds and oranges, blacks, but structural colors expand the palette dramatically. You can create all colors from the rainbow, visible, but also colors that we don't see, including ultraviolet, which are very important for animals. I guess perhaps the one thing I want to say is that all the structural colors, the beautiful diversity that you see in nature, is also matched by a diversity, a great diversity of structures, nanostructures that make them. And that's what we study in our lab. Pourquoi est-ce que ces couleurs sont irisées? Pourquoi est-ce qu'elles changent? Why does it change according to the way you look at them? The iridescent. They change color, so some structural colors are iridescent, will change the hue, but others will not. These are the blues in feathers, for example. They are always blue no matter what the angle you see them. The iridescent colors, though, change color because you have an interaction of materials. Let's say a very dark material, very bright material, dark, bright, and so you have the dimensions and the spacings in between. So the light, when it travels and interacts with these materials, is going to be refracted. And sometimes these refractions of specific wavelengths, let's say blue or green wavelengths, will interfere with each other. So if you see them at one angle, perhaps only blue are being refracted. But then you change the angle, and now through this interference, now you see green. It's that interference that yeah. C'est une histoire d'interférence, de mouvement aussi, d'angle et de couches en fait. Ce sont des couches superposées. Et il y a aussi, si je comprends bien, une question d'échelle, c'est-à-dire des nanoparticules et aussi la surface peut-être des éléments plus grands qu'on va percevoir différemment et l'interaction entre ces deux échelles. Yes, indeed. So nanostructures are very, very diverse. What you see here is organelles called melanosomes. There are granules that we have in our hair. They make the color of our hair. But here, they are completely disorganized. They are random. So you only see black color. Once they get aligned, then they can create these lattices, a square or a hexagonal. And all these organizations and the spacing between these particles is going to determine exactly the color that's produced. Merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair. En préparant cette discussion, il m'est venu une image qui est celle du cabinet de curiosité. Je pense que voilà, vous avez tous en tête ces vitrines avec un coquillage iridescent, un papillon épinglé, un papillon bleu, peut-être des plumes de paon. Et en fait, j'ai l'impression que ce que vous faites, votre travail, vise justement à dépasser cette vision un petit peu étriquée qui consiste à se situer scientifiquement, peut-être artistiquement aussi, au-dessus de la nature, la dominer, justement l'épingler. Et là, en fait, vous proposez de l'observer tout à fait différemment et d'interagir avec elle peut-être sur un pied d'égalité, en tout cas plus du tout dans cette posture-là. Peut-être, Maria, vous pouvez réagir à cette idée? Yes, it's what you'd say. I mean, it's, for us was looking at nature, trying to understand nature, transfer it into another space by always being respectful to it and trying to work together, like in communion with nature, and trying to go
not, I mean, I know above nature, but thinking other possibilities that were not in nature. So as Liliana said, these colors are based on a structure, and as long as you're working between 300 and 700 nanometers, you can have these colors. But the structures in nature, I don't know if there is a limit, but as far as I know, there are some well-known structures, but there are maybe some structures that are not there, that we could create, and maybe to have another type of color experience that is not existing in nature. Oui, donc même une forme de coopération avec la nature, une inspiration, au-delà même du biomimétisme, peut-être voilà, trouver des réponses pour créer différemment. Oui, je vous en prie, Liliana, vous vouliez dire quelque chose? Yeah, just sort of briefly, I think that the motivation for us as scientists is we know that, as you mentioned, there's so much beauty in nature, and we are inspired by that, by what we are learning from nature and how nature is solving problems, in this case, how it's creating these beautiful colors that are also functional. They have many different colors, functions other than producing colors. So if we can learn from those functions and apply them in problems that are human related, that's what the motivation from a scientist's point of view, to make that connection with nature, learn from nature, and produce a solution to a human problem that is more attuned to life. Oui, vous disiez aussi tout à l'heure, Maria, que c'était des couleurs fragiles. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'elles sont fragiles, mais par exemple le papillon mort, il va garder, on va continuer de voir ses couleurs structurelles, même s'il n'est pas, à condition qu'il n'ait pas été abîmé. Pour autant, les autres pigments, eux, ils s'affadissent avec le temps. Donc il y a un petit peu, je trouve, une tension là entre deux idées, d'une fragilité et d'une solidité. Yes, this was also something quite interesting at the beginning of the research. This idea, going back to the cabinet, if you go to a natural history museum, most of the animals that are there, they are kind of brownish because, yeah. La peine. Because most of the colors, if they are coming from pigments, they fade away over time, but the structures, they don't. However, as you say, referring to the butterfly, if you touch the wings of a butterfly, the color is gone. You are breaking the structure, you are breaking the magic of the light interference. Merci. Peut-être, Ann Veronica, pouvez-vous nous dire un mot sur ce rapport à la nature qui est en plein changement, renouvellement et auquel vous contribuez? Est-ce que c'est un renouveau de notre biophilie, de notre amour de la nature et des éléments naturels? Oui, il me semble qu'il y a un mouvement il y a un mouvement qui nous entraîne par là, et les découvertes et les champs. Et notre rapport qui change à la nature nous permet aussi de penser, d'expérimenter de manière innovante, ou en tout cas d'autres personnes l'ont fait par le passé, des naturalistes, des gens ont pratiqué cette même approche. Mais c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui qui est un des enjeux majeurs, comme la question aussi de l'écologie. Et pour rebondir par rapport à la question de la fragilité, c'est aussi une période tout à fait intéressante, parce que les industries cherchent bien sûr à fixer, il y a des finalités au bout avec tous ces enjeux écologiques, mais par ailleurs, ce moment de fragilité est tellement beau et éphémère qu'il nous intéresse et nous fascine énormément. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut s'approcher un peu davantage de votre travail quotidien. Et Hélène, vous me parliez en amont de cette rencontre de votre expérience de l'échelle, c'est-à-dire le passage de l'échelle du laboratoire à celle de l'atelier, peut-être, en tout cas les différences aussi d'approche dans le travail entre artistes et scientifiques. Et donc vous, en tant que designer,
designeuse, je ne sais pas si on peut dire designeuse. Quel est votre rapport à l'échelle? Yeah, in the beginning, it was literally Maria for me doing the magic, like a completely new discipline, scientist, and I was kind of in love with the Petri dish and really wanting to documenting that process. And then, yeah, it was this very, very, very thin layer, but it didn't have substance yet. So then the next step was to go into materiality and to do several tests. So you could have something in your hand, you could have a conversation with people. So we did trials on ceramics, glazed, unglazed, but also on textile. And there's a whole industry behind textile. Same on PLA and even paper. Qu'est-ce qui marche le mieux? Quelle est la matière sur laquelle on arrive à fixer le mieux les couleurs structurelles? Now the big challenge is actually to still create a coating on top of it, because now, as with the butterfly, when you touch it, it's gone. So yeah, now we're working on that and looking really at nature as well. For example, the beetles who are, if you touch beetle, the color doesn't go off like the butterfly. So yeah, Maria is now investigating that together with Liliane. Now then at some point we tested all the materials, and then we had to find a way to organize it. So we started making a database. But yeah, also this database is an important step in order to talk to industry, in order to talk to artists, in order to go outside the lab. And yeah, we also try different techniques. We have students coming in that experiment, that have new ideas, and then we try them. Vous parlez d'une base de données, est-ce que c'est une sorte de dictionnaire de matière ou de couleurs structurelles? En quoi ça consiste? Yeah, indeed. So it says which type of melanin, what is the material, from which day did we start growing the melanin, when did we harvest the color. Yeah. Donc c'est une base de données qui est vouée à servir à d'autres scientifiques, d'autres artistes. C'est quelque chose qui sera ouvert? Yes, it's open, and if people come and visit, they can come and have a look. Yeah, indeed. And in relation to the material, I would like to add something to what Helen said. There is not a good material or a bad material, but all the materials interfere differently with the structure. So, for example, we have seen, like, if we coated glazed clay or non-glazed. Yeah, should I? Okay. Sorry. So if we color glazed clay or non-glazed clay, we have different effect. So when the clay is glazed, like this, it's much more shiny than when it's not glazed. So it's again about layers of materials. And in what we are doing, the most important thing for having like a bright color is to have a bright contrast. Just if you want to see it easily. If not, what you will have to do to see the color is play with it, play with light, and find the right spot where you don't see the brown melanin, but the blue structure. Comment vous nous avez expliqué un petit peu comment vous recréez ces couleurs qui viennent du monde animal. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de la coopération entre artistes et scientifiques? Est-ce que vous avez eu des surprises, peut-être, Anne, quand vous avez vu comment travaillaient Liliana et Maria, qui vous ont, à vous, donné des idées? Est-ce que votre façon de travailler, à contrario, leur a apporté aussi de nouveaux éclairages sur les méthodes possibles? Au début, quand j'ai rencontré Maria et Hélène, il y a eu toute une période de visite de leur laboratoire, avec d'abord un moment de fascination de tous les résultats qu'elles obtenaient, et presque une impossibilité de commencer à travailler. Et puis, donc, il fallait un peu s'approprier les méthodologies, bien comprendre les principes. Et effectivement, à partir de ce moment-là, j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec Maria et Hélène. Et donc, il y a eu un passage dans mon atelier où on a travaillé à une autre échelle. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est de nouveau ce caractère éphémère et transitoire, puisque les choses ne sont pas encore fixées. Et ça fait vraiment partie de
de mon travail. Alors là, c'était des premières expérimentations. On avait fait des films de mélanine, dopamine. En fonction du fond, ça paraît doré ou coloré, mais c'était l'idée d'essayer de les faire flotter à la surface de liquide. Donc d'abord, le film se forme, puis on enlève le liquide je remplaçais par de l'eau. Et ensuite, après, j'ai fait d'autres expériences avec de l'encre. Donc les couleurs étaient beaucoup plus contrastées. Je ne sais pas ce qu'on voit là. Ouais. Oui, alors il y a beaucoup de lumière, donc on ne voit pas très bien, mais on devine quand même. Peut-être sur les écrans. Oui. Donc en fait, c'est un travail vraiment qui ne fait que démarrer et sur lequel je voudrais continuer à travailler. Vous allez voir, il y a peut-être d'autres exemples de ces expérimentations d'îlots et des couleurs qui sont générées en fonction des compositions ou des décompositions. Et sur une expérience comme ça, justement, comment la partie scientifique intervient et à quel moment? En fait, Maria m'aide à faire les calculs en fonction des cuves dans lesquelles sont trempés différents matériaux ou dans lesquels le film peut se former. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est créer du chaos à partir de là. Donc, on fait des films en fonction des conditions dans lesquelles ils sont produits, de la chaleur, du lieu, du temps d'exposition avant qu'on enlève le liquide, l'eau qui est en dessous du film. Donc il y a beaucoup de paramètres. Là, on voit par exemple le film qui se forme à la surface. Je ne sais pas si vous voyez les détails. Je ne sais plus, j'ai perdu mon idée. Et donc voilà, il y a des calculs. Et puis à partir de ces calculs, on crée des mélanges, on choisit différents matériaux, on travaille évidemment dans des dimensions beaucoup plus grandes, et puis on génère des accidents. Donc au-delà de la question déjà qu'on ignore plus ou moins les résultats colorés qu'on va obtenir, il y a d'autres sursauts pendant le processus de fabrication. Donc en fait, vraiment, je laisse les phénomènes s'accidenter et susciter des nouveaux événements à l'intérieur de l'expérience. Là, oui, je crois que là, on voit des bains, justement. Et alors, c'est à l'infini. En fait, on peut laver, ça disparaît, on recommence. Mais il y a quelque chose de très fort et de très archaïque quand on voit les résultats, en fait. Une sensation très étrange. Et donc, j'ai travaillé avec différents matériaux, de l'aluminium, les liquides. Et pour le moment, je travaille avec des verres nervurés qui ont un certain relief. Et ça, c'était Yes, you can go next. C'était les premiers résultats, en fait, à l'échelle Vous dites archaïque, pourquoi? Je ne sais pas, il y a une sensation comme ça presque de pariétal quand on voit certains résultats. L'apparition des formes et des couleurs. D'accord. Oui. Je comprends. Et comment est-ce que ça fonctionne, cette idée d'accident et de chaos, dans le cadre de la méthode scientifique? Vous, qu'est-ce que vous faites avec ça? Comment vous vous accommodez de ces accidents? Est-ce que c'est compatible? Est-ce que vous aussi, vous êtes d'une certaine façon créateur dans votre laboratoire? Enfin. Yeah, that's an interesting question. Scientists we are trained to think in a very rigorous way, and Maria, basically this collaboration has taken me out of my comfort zone. It made me think of just things that I had not even considered because they were not in my system. But in chaos within nature happens. So these structures that we see within the feathers of hummingbirds, for example, or the beetles that Maria has mentioned, are not perfect. There are not perfect crystalline structures. They have disorder, certain chaos to it. So par exemple, we have to. So what you see here, this is the image of the feather, the colors that are changing, and then inside the branches of those feathers, those are melanosomes. Those are packets of the melanin, the same pigment that Maria. C'est un zoom à l'intérieur. It's an electron microscope image on a cross section, so cut.
And so these melanosomes, we think, or mathematically we have studied the dimensions, the organization, and we can create models, and these are perfect models because consider the dimensions are always constant, but this happens when the baby hummingbird is developing, is growing, and the feathers, sometimes it's a bad day, sometimes maybe the feather was growing when the chick was not being fed for a few days, so life is chaotic, and so that is reflected in how the feather is growing and how these structures assemble or form into these organized nanostructures. And so what is interesting for me is to consider this disorder, this chaos, and how it contributes to the color that we see beyond the perfect mathematical models that we have so far considered. I think I will show you an example of chaos in the lab. Here, you have it. I have to say that I'm quite lucky because although I'm a scientist, I work in an art academy, so I follow scientific methodologies, but I also have a lot of freedom and a lot of freedom to experiment just out of looking for beauty, now that we are here, not only for a specific scientific reason. And this was one of the examples that came out of this chaos in the lab, of having a lab in an art academy, is that we left some samples during summer, not being protected. And when we came back from our holidays, the color had changed. So I don't know if you can see it well. The golden piece of clay was how we left it, and the pink goldish was after 2 months. So basically, because of the environment and the humidity, the structure changed and the color changed, but was also something quite unexpected. And then it's something that I've been discussing with Liliana about how to do it in a more controlled way, to really move it somehow for this accident into something more scientific, for a better understanding of the structure, and to know if we can manipulate it over time. Oui, votre conclusion, c'est pas qu'il faut partir en vacances sans protéger son matériel. C'est pas ça. Non, mais c'est un accident heureux parce qu'il vous a mis sur la voie d'une autre façon de travailler. J'entends bien. Je voulais aussi vous demander, peut-être, Anne, ce que ça signifie de travailler avec l'immatériel, avec la lumière. Parce que là, on parle des couleurs structurelles, on peut considérer qu'on parvient à les fixer sur certains matériaux, mais quand même, le matériel dont on parle ici, c'est la lumière, finalement. Et c'est très au cœur de votre travail, par ailleurs. Oui. Comment dire, la lumière, c'est la vie aussi, c'est ces moments insaisissables, et tout le temps cette idée de mouvement en fait, dans l'impermanence, on découvre tout le temps. En fait, on est tout le temps en recherche et en découverte d'événements. Et effectivement, personnellement, je travaille la lumière, mais j'essaye parfois de lui donner matérialité, paradoxalement, ou en tout cas à ressentir la matérialité de la lumière par différentes pratiques, et en réflexion, en réfraction, et c'est une formidable chance de pouvoir travailler maintenant à partir de ces phénomènes de lumière et de réfraction. Mais c'est le cœur de mon travail, en fait, l'immatérialité. Vous avez déjà exposé des œuvres qui sont en lien avec ces couleurs structurelles? Vous avez déjà eu l'occasion de les montrer? Non, pas encore, mais il y en a une qui sera présentée dans une exposition à partir du 1er juillet. Oui, c'est ça, bientôt. Oui, bientôt, très bientôt. C'est à Avignon? À Avignon, à la collection Lambert. Mais avec Maria, j'aimerais bien qu'on travaille encore à d'autres échelles, beaucoup plus grandes, pour un projet que j'aimerais présenter à l'automne. Mais donc, il y aura toujours cette fragilité parce qu'il suffit de passer le doigt et ça disparaît. Oui. Et donc, ce sont des pièces ouvertes un peu à l'infini qui
il y a cette idée d'impermanence et en même temps cette possibilité de découvrir autre chose à chaque fois en refaisant des gestes et mettant en place des processus. Là, à la collection Lambert, il n'y aura pas de possibilité de toucher, ce sera vraiment juste le mouvement, le Je visuel. n'interdis à personne de toucher, mais bon j'espère qu'en même temps qu'on ne touchera pas, c'est un peu dommage, mais parce que la pièce, elle vaut la peine, mais sinon, il y en aura d'autres. On peut avoir peut-être un aperçu. Je crois qu'on a il me semble qu'il y a une vue, oui. Il y avait une vue. Il y en a plusieurs, mais oui, sont finalement, c'est la première que je vais montrer, la première que nous avons réalisée, et qui est vraiment le résultat d'un grand accident. Donc, en fait, le film, la plaque en verre trempait dans la composition, et puis, en voulant aller dans ma bibliothèque, j'ai donné un grand choc dans la cuve, et donc, quelques jours après, donc, d'autres couleurs sont apparues, donc cette grande faille bleue. Là non plus, c'était pas quelque chose de prévu. Non, pas du tout. D'accord. Et depuis, je crée régulièrement des accidents pour se laisser surprendre. C'est quel format cette pièce? Cette pièce-là, elle fait 60 sur 60 sur 4 mm d'épaisseur. D'accord. On a parlé un peu de cet aspect changeant des couleurs, du fait que c'était associé aussi au changement de lumière. Et du côté scientifique, comment vous travaillez avec la lumière, la luminosité? Parce que là, on a parlé pas mal de matière, mais est-ce qu'on peut parler aussi de la lumière de votre côté? Yeah, there's two approaches. One, of course, we have measures. We have technology that allows to measure reflection, different colors, wavelengths that we humans don't see. So this is all the technical part, of course. But there's also the part on the perception of the color. We are still very far behind in our understanding of how different animals perceive colors, and why is it important that they perceive certain colors and not others. Like, for example, primates, not all mammals can see colors. Primates can see red because it has been very important for them to be able to find ripe food, right? So, comment on fait pour savoir ce qu'ils voient, justement? Comment on étudie ça? Yeah. Well, there's one approach, which is the anatomical approach. You can do histology on the type of cells that animals have in the retina, in the eyes. And you can test the sensitivity of these type of cells called cones to certain wavelengths. So we know, doing that, we can know that humans have 3 types of cones, and then that are sensitive to blue, to green, and red light. But we also know now, and not for a long, we know this for not more than 20 years ago, that birds can perceive, had a different type of cell, a cone, that can perceive in the ultraviolet. So yeah, we don't know much about it, but just discovering how animals perceive color is a big part of the answering the question. Oui, je comprends. Et nous, les humains, on se situe où dans l'échelle de sensibilité, de qualité, si je peux dire comme ça, de perception des couleurs? Est-ce que notre finesse est élevée par rapport aux animaux qui ont le plus de sensibilité à la diversité des couleurs, ou pas trop? I know I'm not a specialist on human perception, but one thing I know is that there's a lot of variation due to individuality. So people can perceive, definitely, when your friend tells you that dress is not blue, is green, he's not wrong. That's the way he perceives it. And so there's a lot of variation on how individuals perceive specific colors. And if that's true, yeah, it makes this discussion about what is color a much more complicated one, because it both depends on the physical interaction of light with the materials and the way that individuals perceive that particular color. On a parlé un petit peu
des changements de lumière et de nos différentes façons de percevoir. Mais il y a aussi un autre élément quand je regarde les images qui est, je sais que ce que vous faites est extrêmement sérieux, mais il y a aussi un élément de jeu, je trouve, un élément presque ludique, puisque ça nous renvoie quand même à cette envie de tourner autour, de regarder de loin, de près, de jouer avec les couleurs et avec notre façon de les percevoir. Et comment vous intégrez cette dimension du jeu dans votre travail? Peut-être Hélène ou Maria? Yeah, we look at them, and I mean, in that way, it was very nice to invite Ann Veronica in our studio because she was a fresh pair of eyes, and she really told us literally like stop when we were, for example, letting the film float on the water, and we were trying to capture. She was like, no, stop. I mean, this is already amazing, and I guess it's about keeping this invitation open to people to come and see. Also to come and have a look at the database. We also take a lot of pictures from different directions, because sometimes you capture the light in a different way, then we try to analyze it. For example, here. Oui, vous documentez aussi tout ce que vous faites, les étapes de travail. Et il y a dans ce que vous dites au sujet de Ann Veronica, il y a aussi cet aspect de temporalité, c'est-à-dire presque contemplative, de laisser du temps et de laisser les choses, la nature, les éléments faire avec ce que vous avez commencé ce que vous avez initié. Oui. Vous travaillez beaucoup comme ça, je crois. Dans ce cas-ci, c'est vraiment très tentant et effectivement, ça fait partie du jeu et de la recherche, parce que je crois que c'est ainsi que je pourrais aller dans mon travail plus loin avec ces explorations que nous faisons, effectivement. Je voulais vous parler aussi d'un zoologiste suisse qui s'appelle Adolf Portmann et qui a travaillé sur l'apparence des animaux, sur leur beauté aussi et sur les couleurs structurelles. Lui, il avait des théories un peu controversées selon lesquelles, en fait, toutes ne sont pas fonctionnelles, toutes n'ont pas une dimension, ne s'expliquent pas en termes d'évolution ou de fonction dans l'évolution. Donc, il a voulu vraiment défendre l'idée selon laquelle elle pouvait être purement esthétique, purement poétique. Alors, est-ce que ça vous fait bondir en tant que scientifique? Qu'est-ce que ça vous inspire? I agree that it's quite controversial because from what I know, I think that thinking about colors in nature just a way to please us as a human is a bit limited. Maybe not all the colors in nature can be explained, but maybe because, there is not enough research or we still don't have the tools to measure it. But most of the colors in nature are for a reason, to camouflage, is related to thermal control, or for mating too. And thinking that the colors are there just for us is a bit limited. Also because we also have a limited perception of color. We are only see colors within some range, and we cannot see the ultraviolet or the infrared, and many animals can see them. So these colors can be observed differently depending on who is looking at them. Oui, bien sûr. Pardon, vous vouliez rebondir? Non, c'est juste pour dire que d'un autre côté, on n'a pas, nous, est-ce qu'on a besoin de voir les couleurs magnifiques des plumes du paon, en fait? C'est pas, certes, c'est pas pour dire que elles sont là pour nous plaire ou pour nous faire plaisir, mais finalement, on pourrait se dire, pour nous humains, justement, il n'y a pas de fonction directe, puisque a priori, on n'interagit pas avec l'espèce paon. Plutôt comme une manifestation poétique Oui. de l'animal ou de l'élément. C'était son hypothèse. Et à ce sujet,
on a beaucoup de contre-exemples dans cette controverse, mais il y a cette réflexion que j'avais entendue à la radio de Vinciane Després, où elle disait « Imaginer, c'est déjà rendre possible ». Je trouvais que c'était une belle réponse par rapport à votre question. Vous vouliez ajouter quelque chose peut-être là-dessus, Liliana? Perhaps that from my point of view, there's no need for debate whether colors are there just for beauty or they have functions, because actually beauty can also be its own function. So there's a group of birds that are called starlings. They live in Africa, and so we showed, one of the students in our lab showed that females prefer beautiful colored males just because they like the stimuli. And there hasn't been any function that we have been able to demonstrate. But those very colorful males, and when you look at many species of this group of animals, you see that the species that are more colorful are evolving much more rapidly. And so, yeah, this is a whole hypothesis in evolutionary biology that the preference of females for beautiful males is driving the evolution of certain species. So, we know a lot of examples of colors with functions, colors without functions, beautiful iridescent mammals, moles that live underground, that they cannot actually see their colors, but they are iridescent because their hairs have been flattened so they can slide better underground, and that's how the color comes about. So there's apparently no function to that color. So we have examples of all these functions, no functions. There doesn't need to be a debate, I think. Oui, peut-être pas un vrai débat. One question, because when I know about these birds, but I also thought, maybe I'm wrong, is that when a male can show such a beautiful color, feathers and so on, it's very much connected to the health state of the bird. So as a female, you are looking for healthy males too, not only for beautiful males to Oui, show off. La beauté équivaut à la bonne santé dans ce cas précis. Oui, Maria, you mentioned then with the change of climate, some trees changed and became less colored, and if I know it, also Yeah, that color also changed over time, and now with climate change, there are some animals that are changing color to adapt. Like, for example, some white birds that they used to live in the snow because the snow is melting, and suddenly they are becoming quite visible for predators. They are changing color to adapt to the new environment. Oui, donc on continue, l'évolution se poursuit sous nos yeux et au fil du changement climatique. En fait, vous nous invitez aussi à une certaine modestie, parce qu'il y a il y a aussi tout ce qu'on ne sait pas à propos de ces couleurs structurelles, de leurs fonctions. Donc, il y a aussi toute cette dimension, pour en revenir peut-être un peu à la position prédatrice ou dominante de la science qui a prévalu pendant longtemps. C'est aussi une manière de se dire, en fait, il y a encore tant de choses que nous ne savons pas au sujet de la nature et des animaux. Yeah, I think we are reminded of that every day in the lab, that we still don't know much about it. And so collaborating with other people in other disciplines is for me an opportunity to keep that in mind always. And just again, going back to this example, that all this beauty happens inside the cells at body temperature. We don't know why is driving, what creates these structures, what happens inside the cells that results in that. And we can get to the point of that, but in the meantime, we can take inspiration from that and then just go in different directions that are not fully scientific. And Vous avez parlé tout à l'heure de ce moment d'étonnement au laboratoire, Hélène et Anne, quand vous avez vu tout ce qui se passait et a été émerveillée aussi par la beauté de ce que vous voyez, un peu comme on peut l'être justement quand on voit ces couleurs dans la nature. Ce moment d'émerveillement, au fond,
d'un côté, il nous aide à peut-être à nous dépasser, à avoir envie d'explorer, de comprendre, mais est-ce que c'est pas aussi une manière de séparer, un piège aussi qui nous séparerait de la compréhension ou de l'exploration scientifique ou de l'appropriation, si je peux le dire comme ça, mais c'est pas vraiment le terme qui convient, en tout cas du travail aussi artistique qui est le vôtre. Est-ce qu'il ne faut pas dépasser d'une certaine façon ce moment de stupeur presque? Mais oui, il s'agit bien de ça. En fait, c'était un moment de saisissement, parce que c'était tellement fort, tellement puissant. Les résultats que Maria et Hélène obtenaient. Mais effectivement, après, c'est pour s'en approcher, pour essayer de comprendre, de jouer avec et de participer, d'essayer de participer avec ce jeu, de ces phénomènes des nanostructures et de la lumière qui s'y infiltre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelque chose qui n'a pas du tout marché, que vous avez essayé, que vous êtes en train d'essayer de faire peut-être et qui est très compliqué, voilà, une frustration dans votre travail, parce que c'est aussi ça le quotidien. J'imagine qu'il n'y a pas que des eureka et des découvertes tous les jours. Dans mon travail, les échecs, ça fait partie, donc c'est pas un problème. Vous l'avez intégré complètement. Alors est-ce que pour vous c'est différent? Yeah, I have some frustrations, and I try to think on Ann Veronica, like fragility, embrace what you get, but Vous apprenez de sa méthode. yeah. Yes, because things like what Hélène referred before is very poetic and beautiful to break the color in the moment that you touch it. But I would like also to have a color that I could touch, and that's also something that is taking a lot of research, because in nature appears like a simple thing, like, okay, the melanin is there and the chitin is there, and they work together, and you see a color, you see a beetle that you can touch afterwards. But when you try to copy what is in nature in the lab, it's not working. Ce que vous voulez dire, c'est qu'aujourd'hui, si on touche, ça s'altère immédiatement. C'est qu'on peut pas le garder intact, en fait, ce résultat coloré qu'on a obtenu. Not right now. If you touch it, you break the structure. Oui. So you break Oui, the light interference, and then becomes black. Et qu'est-ce qui ne marche pas, en fait? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire? Est-ce que c'est une histoire d'association entre des éléments? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Enfin, je ne sais pas comment le dire. Dans quelle direction vous allez pour essayer de résoudre cette difficulté en ce moment? So we are working with a pure element, and that's something that you cannot find in nature. And what we are trying now is to replicate nature by working with layers and making layers that can be touchable, like using chitin, nano coating of chitin. But of course, in the moment that you put another layer of material on top of the color changes, because then you change the interference with light. It's not only what is below, but also what is above. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous recréez, mais avec de façon artificielle, en fait, ces couleurs naturelles. Pour l'instant, c'est la seule façon de procéder. You mean to have these colors? En fait, vous ne pouvez pas travailler avec les couleurs, avec les éléments animaux. Vous les recréez en laboratoire. Yeah, we are working all with components that are synthetic, that are like the ones that are in nature, but we are not taking it from nature and then smashing it and make the structural colors, and we are trying to recreate the structures. So Liliana she knows how they look like under the microscope, and we are trying to do the same by working on layers of material. Qu'est-ce qu'on voit là? Yeah, this is an example of, so it's keratin and air.
there's only 2 elements there. And of course the granules are melanin that provide contrast. But this is inside a blue feather of a bluebird that lives in North America. So for me, the frustrating part of what I really want to know to help the work of many researchers is knowing what happens during development. Because these structures in nature are very resistant. So Maria mentions fragility, but iridescent colors fossilize. And we have examples of fossils from hundreds of millions of years, from the time of dinosaurs, feathers, fossil feathers that are still iridescent, and the structure is still there. So what happens during development that locks those structures and make them so resistant that we are not even close to... Bon, un jour. Bientôt. Je vois que l'heure tourne et qu'on va garder un peu de temps pour les questions, si vous en avez dans un petit moment, dans une dizaine de minutes peut-être. Je voulais quand même mentionner quelque chose, parce que vous êtes 3 au moins à bien connaître la ville de Gand, à y travailler. Et à Gand se trouve, dans la cathédrale Saint-Bavon, l'adoration de l'agneau mystique des frères Van Eyck, qui est quand même, en termes de couleurs, voilà, on est un peu obligé d'en parler quand même, une œuvre incroyable qui a été restaurée, d'ailleurs dont les couleurs sont extrêmement frappantes et magnifiques. Et même si on a peu de goût pour l'art de cette époque et qu'on arrive là par hasard, je pense que n'importe qui serait ébloui justement par la vivacité de ces couleurs-là. Donc il y a quand même quelque chose au-delà du style, au-delà de l'époque, parce que c'est quand même ça a 5 siècles. Il y a une forme de transcendance dans les couleurs qui fait peut-être partie de la fascination. C'est un matériau aussi, je ne vais pas dire mystique, mais vous travaillez avec quelque chose de très puissant du point de vue émotionnel. I think what's interesting about Van Eyck is that back in the day, painters used to make their own paints. And so there was really a lot of alchemy involved. And that's also a role we in the BioLab try to fulfill. So we kind of see that there is a big distance when students make, that they don't know where the color comes from, they just buy it in the store. And we kind of want to bring that alchemy back by really creating in the lab together with them and really looking at the origin of color. And to have them more engaged and to kind of give an answer on sustainable color production, which nowadays 20% of world's wastewater is actually because of the color industry. So we kind of want to fight that. That's a more general mission of the lab. Yeah, and I have to say also, related to Van Eyck, but also from my experience in the lab, is that when you are working with natural colors and natural pigments, there is an instant connection with them. I don't know if it has to do with the biophilia that we were talking before, or because something, we had it in our brains, it's something quite ancestral, and when we saw it, we can connect to them and then like it. And also something that when we were talking before about Van Eyck, I was thinking is, I'm going back to the light, is that the colors that we see now, I'm wondering always like how people, when it was painted, they saw it, because it's not probably didn't have the same lightning that we have nowadays. So we are recreating something that maybe was not to have this. We are having a sensorial experience that was not planned. It was different. Vous voulez dire que que leur rapport aux couleurs ou à la lumière était différent, donc ils percevaient l'œuvre différemment? Je ne suis pas sûre d'avoir compris. I don't think that like the physical with the eyes-brain connection was different, but the lightning and the space was probably different. So it's also something that in Japan they are researching, like the importance of lightning for the lakes, laker. So how the colors were made considering the amount of light in the space. You cannot
make I mean, an object that was made in the 15th century probably had not the lightening that we will have it if we put it now, and the perception will be different. Oui, bien sûr. Est-ce que vous changez, vous, les conditions lumineuses? Comment vous faites dans le laboratoire pour justement modifier? Est-ce que vous travaillez dans différents lieux physiques? Est-ce que vous travaillez plus près de la lumière du jour? Comment vous procédez? Yeah, in the lab, we work with different locations and different lights and different moments of the day and different angles to, especially when we have a sample that is iridescence, to try to capture the different colors. But it's Liliana, the one who is researching more into this, how the angle of light is affecting the color that we perceive. And also Ann Veronica, the one who is experimenting with the light and the samples. D'une manière plus empirique. Non, merci. Oui. Mais c'était intéressant, tu as soulevé le mot émotionnel. Et effectivement, je crois qu'à la fois, à ce moment, quand on découvre le retable de l'agneau mystique, ou aujourd'hui ce saisissement avec les phénomènes, effectivement ça touche à des questions émotionnelles et presque spirituelles comme ça. Oui. Même une fois désincarné, entre guillemets, c'est-à-dire même sans être apposé sur des personnages ou des objets, c'est-à-dire la couleur pure, si on peut dire, a aussi un effet émotionnel. Juste une petite question technique. Quand vous disiez que vous travaillez avec différentes lumières, mais il y a la difficulté de déplacer. J'imagine qu'on ne peut pas trop déplacer les éléments des expériences parce qu'ils sont si fragiles. Donc ça veut dire que vous devez recréer l'expérience à différents endroits? No, we try to be careful and not break the structure. But if we do it, it happens many times. As you have seen, we have like a database and we know how we did it and we try to replicate it. Bien sûr. Merci beaucoup. Je pense que peut-être, sauf si vous avez des choses à ajouter sur toutes les dimensions qu'on a évoquées ensemble, mais sinon peut-être que c'est le bon moment pour voir s'il y a des questions dans l'assistance. Dans ce cas, je vous passerai le micro. Est-ce que vous voulez profiter de ce moment? Oui. Merci pour votre intervention à toutes. J'ai une question pour Ann Veronica Janssens. Je voulais savoir si, d'une part, vous aviez déjà travaillé dans ce contexte-là avec d'autres scientifiques, dans d'autres situations. Et pourquoi cette question? Parce que je me suis dit, en voyant les images que vous nous avez projetées, qu'il y a tout un environnement esthétique déjà présent qui préexiste en fait au territoire scientifique que vous investissez. Et donc, je m'interrogeais sur le choix qu'il y a à faire en tant qu'artiste. En fait, est-ce qu'on adhère forcément à cette esthétique-là, ou est-ce qu'on vient pour y répondre, pour dialoguer avec elle? Enfin voilà, s'il y a des questions de cet ordre qui se posent et qui se sont déjà posées dans d'autres cadres. Oui, ce sont toujours des dialogues. D'une manière générale, j'essaye de chercher des savoirs ou des technologies. Donc je travaille avec des scientifiques, mais parfois avec des industriels. Et j'essaye de comprendre les principes qui constituent les recherches ou les expérimentations. Et à partir de là, j'essaye d'aller extraire effectivement de quelque chose qui me semble fondamental dans la recherche, quelque chose qu'on peut donner à partager. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Je suis une chimiste, je viens de Chimie Paris. En fait, j'ai une question sur l'aspect de différentes disciplines, parce qu'il y a l'artiste et biologiste. Et je pense que peut-être les
les chimistes de matériaux peuvent jouer un rôle aussi là-dedans. La question peut-être c'est pour Maria. Je pense que vous avez créé des couleurs, des textures. Est-ce que vous voulez aussi repliquer la nature? Parce que maintenant, avec les biologistes, avec le microscopie électronique, on connaît très bien toutes les nanostructures de papillons, de bitaux, de morphos. Vous avez montré un exemple magnifique de morphos papillons. Donc, est-ce que dans votre démarche, est-ce que vous faites ce genre de choses? C'est pour vous dire que dans mon laboratoire, j'ai essayé de le faire, mais c'est très, très difficile. Je pense que mimer la nature, c'est quelque chose, il faut qu'on soit entre êtres humains, qu'on est très humble. C'est très, très difficile. Voilà. Yeah, I said at the beginning that my first conversation with Matthew was like, wow, it seems super easy. We just have to create something nanoscale and it will work. And it didn't, it was so easy at first. So in fact, we would love to recreate nature, but right now we are just working with simple bricks and hoping to, in the future, to really design or not only copy, but as I said, to thinking more about maybe structure that they are not existing in nature and which type of color or effect we can obtain from it. I can ask another question more directly. That means if it's possible to just use the nature to create something, because the butterfly, when they die, the color exists. They can be eternally exist. So it's possible to just use this to create something for the artist, maybe. It's what we are trying to do here, but as I said, not exactly like it's in nature. Till now, I mean, we don't have access to the technology where we can copy, like a nanoprint, a whole butterfly, more for butterfly. But yeah, that will be our goal, to copy what is in nature. But as I said, to imagine other options that maybe they are not existing in nature, but could be brought to the arts or to the science and experiment with it. Yeah, I think Liliana. So you are right that there are nanoprinters that, for example, can make that structure that you see there. But I think the problem is to scale it up, to make like sheets and sheets of material that you can apply to a building or. And the other thing is the interesting question. Sorry, I didn't hear. But to interrupt you. So I think to upscale, upscale. Yeah, upscale. It has been done, but not for this kind of very complicated structure. Some of them are being done right now. The problem is not just copying. So I think what we are trying to move away from is to copy nature. Emulating is different because we make conscious decisions to get the inspiration, get what functions, what doesn't function, and what would be very impressive for me to know is how is this structure forming at room temperature by passive processes without the input of a lot of energy, because right now the way we do it is by modifying a material with lasers, with heat, and this is just evaporation of keratin. So knowing the process, I think, is the holy grail for my field. Yeah, I just would like maybe to add just the one point is the function is very important for the human being, because some building for the ecology, so it's to mimic the nature just to increase the harvest of the sunlight as much as possible, because nature do better than us until now. So I think I would like to add the material aspects of between beauty and the biology. So thank you.
Merci beaucoup, merci pour ces interventions très intéressantes et venant de points de vue complémentaires. Et ce qui était très joli de voir, c'était que les biologistes, la designeuse et l'artiste ressentaient ce même émerveillement vis-à-vis des couleurs. Et j'ai une question qui concerne davantage les scientifiques. Est-ce que cet émerveillement par rapport à la beauté des couleurs est un guide, une orientation, une aide dans vos recherches? Est-ce qu'une couleur belle a plus de poids qu'une couleur moins belle? Est-ce que la beauté vous aide à rechercher? For me, it does, and I guess if you come to the lab and you see the amount of samples that we have, it comes because, colors are amazing, and we want to know more and how we can make more and more beautiful and more shiny and with more iridescence. So yeah, for me, this research, the starting point was on sustainability and looking for new materials to bring to the fields of art and design. But if I'm honest, I'm also doing this research because I'm totally fascinated about colors and about the structural colors. Il y a plus à comprendre dans une couleur belle que dans une couleur moins belle. Est-ce que c'est vrai? I think beauty is subjective. Like we would say that mammals are not as beautiful as birds, but they also have beautiful color patterns. So it really depends. And yeah, the answer for me is the search of beauty for beautiful structures, not only the color, just seeing these elaborate structures and just wondering how did they came about, how did they evolve, is what has kept me doing research all these years. That's the reason I'm here. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. J'avais juste une petite remarque à faire à propos de ce que vous appelez la fonctionnalité de la couleur et l'allusion que vous avez faite au choix des femelles par rapport aux mâles chez les oiseaux, par exemple. Et c'est quelque chose dont Darwin parle très bien. Dans La descendance de l'homme, il a un chapitre intitulé « La beauté » et le choix de la beauté, précisément par les partenaires sexuels pour la reproduction. Mais justement, Darwin fait intervenir dans sa biologie la notion de hasard. Et il me semble que cette notion est de plus en plus présente en biologie, y compris dans le néo-darwinisme et ce qui a pu lui suivre. Et dans ce que vous avez exposé, vous avez parlé de déterminisme fonctionnel, etc. Mais il me semble que vous avez aussi parlé d'accident, de hasard. Madame a parlé justement d'un moment d'une catastrophe ou d'un accident et qui a justement ouvert la possibilité à une création. Est-ce que dans votre recherche, vous laissez cette place à l'accident, au hasard? Enfin, il semble que quand vous laissez un objet et que vous le retrouvez avec une coloration, une autre coloration, etc., il y a une part de contingence dans la recherche et aussi dans l'émergence de la couleur et de ce que vous recherchez. Je voulais savoir si vous avez rationalisé cette importance de la contingence et du hasard. In the lab, we are quite open to the happy accidents and mistakes, but at least in my mind, it's sometimes really hard because what we try to do in science is sometimes replicate what we are doing, and happy accidents, they open more questions, and most of the times you don't know how to answer them, and then the research is never ending, and that's great, but at the same time it's frustrating because
we will also we also have an end, and we will not be able probably to know all the answers. But yes, I mean, we have a space for some surprises, and most of the times we try to include it in the research. But as I said, not always we understand how it happened, and this brings us to new questions. And Bonjour, merci pour vos interventions. Je voulais poser une question plus sur la conservation et la question de comment rendre finalement moins fragiles ces structures. Notamment sur je sais qu'il y a les possibilités avec l'ambre qu'on voit dans la nature, des insectes très anciens ou des petits animaux qui sont enfermés dans de l'ambre. Et si, en gros, je suis pas sûr d'avoir compris si c'est une option d'enseignement pour les structures plus artificielles, on va dire, sur lesquelles vous travaillez. Et si c'est pas une option, si c'est lié du coup au fait que ça risque de casser la structure, plutôt de changer la température ou éventuellement la couleur aussi du fait de l'ambre, et si du coup vous aviez aussi d'autres pistes là-dessus de ce type-là. yeah, ourselves we are not considering amber because I think it will break the structure, and also the amber will interfere with the color that we see and how light travels through. But now, connected to that, I was thinking about, Liliana, the fossils of these beetles and dinosaurs, how they are, I mean, where we can find these fossils, because I guess probably it's the environmental conditions that determine that these structures are stable for millions of years. Yeah, it's a combination of things, including the environment, the acidity, etc., of the soil. Yeah, we really don't know much about what conditions are conducive to preservation of the structures. But one thing that maybe we could at some point we mention is, so we need to find a way to make these structures stable, to fasten them to like a template, for example. And natural fibers, so look promising, right? So some of the textiles that you tested were stable, semi-stable, and I think so. The natural fibers that you find in, like, for example, eggshells, the membranes of eggshells that you eat every day, those would be natural fibers. We try to use them as well to fasten, to lock these structures in place. So that's one avenue we could try. C'est peut-être le moment de remercier chaleureusement nos intervenantes du jour, de nous avoir permis de partager leurs travaux, ce moment de recherche, de comprendre les aléas, les enjeux, les surprises, la beauté aussi de ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus et d'avoir été curieux.